Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'Objectif 2023, votre magazine qui traite sur les questions liées aux élections en République démocratique du Congo. Pour en parler sur ces plateaux, je reçois pour vous la députée nationale élue de la Funa et présidente de la Commission de droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Il s'agit donc de l'honorable Christelle Vwanga à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Alors comment évaluez-vous la participation des femmes tant qu'électrices et candidates aux élections de 2018? Merci beaucoup. Comment j'évalue la participation des femmes? D'abord, je commence en tant qu'électrice. J'estime que depuis toujours, depuis que notre monde est démocratique, notre pays est démocratique, on utilise souvent les femmes, que ce soit avant, pendant ou après les élections, comme cheval de bataille. Premièrement, de la part de candidats, que ce soit au niveau présidentiel, au niveau des législatifs et que sais-je, leurs discours sont fondés sur la femme. C'est la femme qui sera heureuse, c'est la femme qui sera intégrée dans la société pour des postes. On parle de toutes sortes d'intégration et de toutes sortes de faveurs vis-à-vis de la femme. Mais lorsque ces personnes sont élues, ils deviennent amnésiques sur les questions des femmes. Alors, elles-mêmes, la femme, ne se rend pas compte. Et là, j'en profite pour saluer un grand mouvement qui est né dans le monde, c'est le mouvement 62% de femmes. En fait, c'est un mouvement qui prône ou bien qui dit que puisque la femme représente plus de 55% de l'humanité, eh ben, il devrait y avoir nécessairement dans les postes politiques ou bien en ce qui concerne les élections plus de femmes que ce que nous avons actuellement. Ces femmes ont compris que lors des élections, ce sont les femmes qui remplissent les stades, ce sont les femmes qui mènent la campagne et on l'a même vu, c'est à elles qu'on distribue des pagnes, c'est à elles qu'on distribue des savons et toutes sortes de cadeaux, mais malheureusement ces femmes-là, lorsqu'elles votent, elles ne votent pas souvent pour les femmes. Mais qu'à cela ne tienne... Mais c'est quoi la cause déjà? Pourquoi ne votent pas pour les femmes puisqu'elles sont femmes déjà? Je pense que la cause est tout d'abord sociétale. Ce sont des clichés, des stéréotypes, des oui-dire qu'on a entendus lorsque nous étions petites. Je vais vous dire, ça sert à rien même de parler dans l'absurde. Je vous donne mon exemple. Il y a pas mal de gens qui me disaient que je ne devrais pas postuler parce que je suis femme et je suis jeune encore, mais curieusement, un jeune garçon de mon âge, on ne lui dira pas cela. Ce qui veut dire, ce sont des choses qu'on a trouvées dans la société. Mais c'est aussi une sorte de discrimination. Exactement, c'est une discrimination vis-à-vis de la femme et c'est comme ça que plusieurs mouvements se sont levés pour dire qu'on devrait trouver des solutions pour pallier à cela. Parce que on ne peut pas comprendre que les femmes sont majoritaires, mais ces femmes-là ne votent pas pour d'autres femmes. Mais aussi, on ne peut pas demander seulement à la femme de voter pour une autre femme parce qu'elle est une femme. Il faut être une femme et avoir des qualités. Il faut être une femme et avoir ce qu'on appelle des valeurs ajoutées. De dire que je suis femme, certes, mais à côté d'être femme, regardez, j'ai des diplômes, j'ai des formations, j'ai des capacités, j'ai des compétences pour occuper ces postes, pour être élue. Et pour ça, je viens demander votre vote. Et c'est le discours que moi j'avais utilisé. Je ne suis pas partie devant ces électrices, ces femmes, pour leur dire, écoutez, les hommes ont beaucoup géré, maintenant c'est le tour de la femme. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai seulement dit que je suis une femme, mais au-delà d'être une femme, je pense que je peux faire ceci, je peux parler en votre nom. Vous avez donc des compétences, c'est ça? J'ai des compétences et la démarche devait être basée sur la méritocratie et non sur l'aspect d'être femme, rien que ça. Mais comment expliquez-vous le fait qu'il n'y ait eu qu'une seule femme comme candidate à l'élection présidentielle de 2018? D'abord, c'est l'argent. L'argent, c'est quand même 100 000 $ pour la caution. Et aussi, à part ces 100 000 $, il faut avoir beaucoup d'argent pour battre campagne. La RDC est un continent. Il faut avoir des avions, il faut avoir des bateaux à sa disposition. Il faut battre campagne partout. Et pour ça, il faut avoir des moyens. À côté, il y a les hommes. Eux ont commencé à travailler depuis bien longtemps que nous. Et ils ont réussi par diverses manières d'avoir l'argent, de mettre de côté et de préparer les élections. Et donc, j'estime que s'il y a une nouvelle génération des femmes qui arrivent, il faut se le dire aussi, parfois les femmes commencent la politique très tard, ce qui fait que dans le décisionnel, dans le haut sommet, on ne retrouve pas beaucoup de femmes parce que elles ont des entraves, elles ont de pesanteurs.
quand tu es une femme, tu as une famille, tu as un homme, il faut s'occuper de ses enfants et tout ça. Et plusieurs femmes, parfois, ont difficile à départager entre la vie privée et la vie politique. Et pour y adhérer ou bien pour trouver une place de choix dans un monde politique en tant que femme, c'est très difficile. Déjà, s'il y a une femme candidate présidente de la République, je pense qu'elle est déjà félicitée. Peut-être dans les années... Pourquoi il n'y a pas eu assez de soutien de femmes allant dans le sens de soutenir, permettez-moi cette tautologie, la candidate présidente? Bon, ça dépend. Dire qu'il n'y a pas eu de soutien, je m'abstiens quand même. Pas assez. Je m'abstiens. Peut-être parce que la plupart d'entre elles n'ont pas reçu l'information. Madame, nous sommes face à un fait. C'est que plusieurs femmes n'ont pas été à l'école. Ne parlons pas seulement de Kinshasa, regardons aussi l'arrière-pays, on va comprendre les réalités. Et pour que ces femmes-là soient au courant qu'il y a une femme qui est candidate à la présidente, évidemment, il faut qu'il y ait de mouvements, il faut qu'il y ait des personnes qui s'en approprient. Et là, je vous donne raison quand vous dites qu'il n'y a pas eu assez, parce que je n'ai pas vu l'engouement autour de la candidature de cette femme-là. Mais je voudrais aussi que nous, femmes, puissions aussi militer pour... moi, j'appelle ça la carrière des honneurs. Il y a aussi des femmes qui peuvent commencer. On peut commencer en bas et on monte de plus en plus. Parfois, on peut commencer directement au sommet. Ça dépend. Chacun a sa manière de voir les choses. Mais moi, j'aime la carrière des honneurs. J'aime qu'on commence par 1, 2, 3, 4, 5. Et par cette méthode-là, on arrive à se familiariser des femmes, on arrive à comprendre les enjeux et peut-être que lorsqu'on est candidate présidente de la République, ça ne sera pas une sorte de décoration, de dire « Ok, il y a eu une femme seulement, il y a eu 2 femmes seulement pour raison de décoration, mais pas pour raison d'implication forte. » C'est-à-dire qu'après après cette étape en tant que députée nationale, vous serez demain, je ne sais pas, sénatrice et puis candidate à la présidentielle aussi? Vous envisagez cela? Je ne sais pas, je laisse l'avenir nous conduire, je laisse Dieu nous conduire, mais tout ce que je sais, c'est que j'aime servir mon peuple et par n'importe quel poste qui va me donner, même huissière, je vais le faire. Je vais servir ce peuple. Je l'ai dit tantôt, quand on parlait, je disais que plusieurs femmes commencent la politique très tard. Je pense qu'il serait mieux qu'il y ait une nouvelle génération des femmes qui commencent la politique autour de la vingtaine. Comme ça, en 10 ans, lorsqu'on a 30 ans, on est encore jeune, mais on a de l'expérience, on a de la maturité. Pourquoi je le dis? Alors là, je reviens à la question que vous m'avez posée sur la femme elle-même candidate. Vous savez, même pour se retrouver sur les listes électorales, c'était très difficile pour les femmes. J'ai vu des femmes pleurer, j'ai vu des femmes être roulées, parce qu'il y a même des autorités ou bien des responsables des partis politiques qui craignaient, ils se disaient « Ok, j'ai une liste de 12 personnes, pourquoi je vais risquer de mettre 2 femmes ou bien 3 femmes qui n'ont aucune expérience politique, pourquoi je vais les faire alors qu'à côté, il y a des hommes qui sont, passez-moi l'expression, hommes d'affaires qui ont l'argent, qui peuvent mettre leur argent pour la campagne, pourquoi je vais risquer en mettant ces femmes-là ?» Et ces cas ont été légion pendant la campagne électorale. Nous ne sommes pas responsables des partis politiques, moins encore des plateformes politiques. Et la loi électorale, telle qu'elle se présente maintenant, cette loi est en défaveur de la femme parce que, je l'ai dit, au début, nous n'étions pas là. Et c'est tout à fait normal que représentativement, nous soyons sous-représentés. Voilà, comment évaluez-vous les faits que la participation féminine aux élections de 2018 comme candidate, 2006 pardon, comme candidate tout comme électrice? Honnêtement, 2006, j'étais, je crois, j'étais à l'école. J'étais à l'école, j'étais encore à l'école. Je voyais l'engouement, je voyais les femmes et déjà à l'époque je m'intéressais à la politique, je voyais des femmes candidates et j'étais ravie de voir des affiches des femmes candidates et tout, mais lorsqu'il y a eu des résultats, j'étais quand même inquiète. Je me disais, est-ce que vraiment il y aura un jour où on pourra raconter l'histoire des femmes de la RDC comme aujourd'hui on parle des femmes du Rwanda ou bien du Sénégal ou du Mali, pourquoi pas. Je l'ai dit encore, les responsables des partis politiques ne font pas d'efforts
Parfois, ils nous posent même la question ils nous disent mais quand je n'ai pas des femmes dans mon parti politique, vous m'obligez à inscrire des femmes sur les listes. Mais lorsqu'il n'y a pas des femmes compétentes, j'ai fait quoi? Mais c'est aussi ça votre travail, de créer cette génération des femmes. Prenons un exemple simple. Nous avons élection en 2023. Et si vous êtes un responsable d'un parti politique, commencez à recruter, commencez à chercher des jeunes femmes dans les universités, dans les instituts supérieurs, commencez à lancer des alertes pour dire que nous avons besoin des femmes. Et si dans 5 ans, on peut avoir des femmes aujourd'hui, des jeunes femmes aujourd'hui, qu'on peut préparer pour qu'elles soient candidates en 2023, c'est ça le travail qu'on vous demande de faire. On ne vous demande pas, à la veille des élections, de nous dire non, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de femmes. En quoi vous êtes parti politique? Parce que si les femmes sont majoritaires et que par ricochet, ça veut dire que les femmes doivent aussi être majoritaires dans votre parti politique. En parlant de la majorité de la femme, vous savez que les statistiques indiquent qu'entre 2006 et 2018, le nombre de femmes élues, tout comme nommées au sein des institutions de la République démocratique du Congo, n'a pas atteint 20%. Pourtant, elles représentent 53% de la population. Comment réagissez-vous? Oui, madame, c'est de ça que nous parlons. Ça veut dire que d'un côté, si on doit mettre les chiffres, les réalités, les faits, de l'autre côté, on doit voir les résultats, il y a un couac. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Un pays où lorsqu'il y a des mouvements, il y a des organisations de partis politiques, ce sont des femmes qui viennent avec des pagnes, ce sont ces femmes-là qui chantent, c'est celles-là qui nettoient les chaises, etc. Mais lorsque il s'agit de dispatcher les postes de responsabilité, que ce soit par les élections ou bien par nomination, c'est toujours la même chose. On vous chante la même chanson. C'est la raison pour laquelle moi, je suis plutôt pour la méritocratie. Je suis pour la formation de cette génération des femmes qui ne vont pas attendre les hommes, que les hommes décident pour eux. J'ai dû me battre pour me retrouver sur une liste. J'ai dû me battre et je me suis battue. Et ces jours-là, si je me disais que en tant que femme, écoute, j'attends, je suis jeune femme, dans 5 ans, je serai toujours jeune, j'aurai peut-être la responsabilité ou bien j'aurai plus d'argent, je pourrai me présenter aux élections. Et ces jours-là, j'aurais tout perdu. Alors, raison pour laquelle je donne de mon temps quand je peux, je donne de mon temps à travers mon ONG à former les femmes, à recruter les femmes. Parce que je pense que lorsque les femmes dirigent... Les femmes compétentes. Et même quand elles ne sont pas encore compétentes, on peut aider à ce qu'elles deviennent compétentes. Okay. Regardez tous les pays qui ont donné accès aux femmes. La Suède, les pays scandinaves. Regardez comment ces pays-là sont dirigés. D'Australie, Nouvelle-Zélande. Regardez comment ces pays-là sont dirigés. C'est une nouvelle donne. Et on peut essayer cette donne-là. Si et seulement si les responsables des partis politiques, si et seulement si la puissance publique que nous sommes, les législateurs, à travers des lois et à travers le contrôle parlementaire, nous pouvons pousser ceux qui dirigent le gouvernement à donner des politiques adéquates pour le bien-être de la femme. Mais à ce stade, qu'est-ce que nous devons dire? Est-ce que la RDC a évolué ou a régressé ou rien n'a changé en termes de participation de la femme dans le processus électoral? Je dirais que c'est un statu quo quand même. C'est quand même un statu quo. Je pense qu'il y a des minorités. C'est-à-dire, il y a ça et là, des personnes qui se démarquent. Des cas isolés. Voilà. Mais malheureusement, je pense que dans ce cas précis, on ne peut pas parler de minorité parce que la réalité est vraiment flagrante. Il faut vraiment qu'on pose les bons diagnostics pour trouver le remède idéal. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour changer les choses, bouger les choses? Pour changer les choses, moi, je suis pour aller à la base. Comme je l'ai dit, préparer une nouvelle génération, mais aussi se concentrer avec celles qui sont déjà là, pour qu'elles préparent la relève. C'est aussi ça le problème. On ne peut pas, là où je suis, je ne peux pas travailler en tant que politique seulement si je ne prépare pas la relève. Si je ne me dis pas qu'il y a des filles qui devraient demain travailler, par exemple à la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, j'aurais perdu. Je n'aurais rien fait si je ne sais préparer une relève. Et c'est aussi ça la question. Lorsque je suis dans les universités, cette question revient à tout moment.
que les femmes qui ont eu accédé à des postes n'aident pas les plus jeunes, elles ne sont pas accessibles et tout ça. Cette question revient de temps en temps. C'est parce qu'elles ont dû observer, mais je pense que les responsabilités sont partagées. Autant les femmes ne sont pas accessibles, autant les jeunes femmes aussi ne viennent pas. Elles n'ont pas assez d'abnégation, elles ne sont pas assez téméraires. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on courait derrière les grandes dames, on allait participer au caucus des femmes congolaises, je voyais toutes ces dames-là parler. Il y a eu des moments où je n'avais envie que de tenir un sac pour une dame. Je dis, je peux même tenir ton sac, mais seulement tu m'emmènes partout où tu vas. Parce que je sais que là où elle va partir, j'aurai des relations, je pourrai participer aux conférences. Mais est-ce qu'il y a des filles aujourd'hui qui aimeraient tenir mon sac pour participer? Voilà, c'est compliqué, mais moi je le fais et je ne regrette pas. Et la plupart de ces femmes aujourd'hui, je siège avec elles au Parlement, elles sont fières de moi. Elles sont fières de moi parce qu'elles retrouvent plusieurs parties de leur vie, de leurs connaissances en moi. Et ça aura de la valeur, ceci et seulement si, moi aussi, je pérennise cela. Voilà, parlons de la loi électorale. Qu'est-ce qui doit être fait? Quelles sont les réformes urgentes à opérer, selon vous? Je pense que c'est d'abord cette histoire de seuil. Il faut enlever cette histoire de seuil dans la loi électorale. C'est une disposition liberticide et démocraticide, non seulement pour la femme elle-même, mais pour les Congolais en général. La démocratie est simple. La démocratie, c'est la règle du nombre. C'est celui qui a obtenu plus de voix qui passe. On ne demande pas la volonté de l'autorité morale pour lui demander « Est-ce que tu penses, c'est telle femme qui a obtenu plus de voix, mais est-ce que tu penses que c'est une autre personne qui devrait siéger à sa place ?» Plusieurs femmes ont payé les prix de ce système de seuil parce que l'autorité morale a préféré faire passer le secrétaire général ou bien quelqu'un du parti qui a plus pignon sur rue que cette femme-là. Et à part ça, c'est vrai qu'il y a aussi cette affaire de caution qui coûte très cher. Vous voudrez qu'on revoie à la baisse? Qu'on revoie à la baisse, que ce soit pour les femmes et pour les jeunes aussi. Non, mais quand vous dites que ce soit pour les femmes, vous voulez que pour les femmes, ça soit à faible coût, pour les hommes cher ou un coût abordable pour eux, ou bien que ça devait être équitable pour tous? Oui, exactement. Je dis que ça doit être abordable pour tout le monde, pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Mais ça coûte quand même cher. On ne peut pas demander 1 000 $ à quelqu'un à une femme qui est très active et qui est très intelligente. Si on ne demandait pas 1 000 $ et qu'on demandait par exemple 400 $ et qu'on retrouvait une centaine de candidats ou plus de 1000 candidats, mais en réalité, c'est qu'ils ils vont pas pour travailler. Mais où est le problème? Nous sommes un pays de 100 millions d'habitants. Ah, ça dérange. Nous sommes un pays de 100 millions d'habitants. S'il y a plus de candidats, ça veut dire qu'il y a intérêt. Maintenant, battez-vous à la loyale. C'est la règle de la démocratie. Battons-nous pour occuper des sièges. Le problème, ce n'est pas avoir plusieurs personnes qui ont postulé, mais non, c'est avoir des personnes qui ont convaincu par leur manière, par leur projet de société et qui soient élus. Et dans ce groupe-là, il y a des faibles, il y a des vulnérables. Pourquoi je le dis? Parce que je le répète. Pourquoi vous insistez sur ces points? J'insiste sur ces points parce que je suis femme et je suis jeune. Je ne comprends pas une femme ou une jeune femme qui vient de finir l'université. On lui demande d'abord, tu dois payer 1 000 $ de caution et ensuite, tu dois battre une campagne qui coûterait aussi cher que ça. C'est la loi. Nous sommes les humains. On peut adapter. Ce n'est pas du favoritisme, mais moi, je le considère plutôt comme une discrimination positive. On peut, à travers le mouvement des femmes ou bien à travers le mouvement des jeunes, adopter des dispositions qui peuvent alléger, n'est-ce pas, à certaines catégories des femmes et à certaines catégories des jeunes. Donc ça reste à voir, mais puisqu'on a parlé... C'est une volonté politique, ça dépend. C'est une volonté. Dans certains pays, ça marchait. Dans certains pays, ça pourrait aussi marcher ici. On espère bien. Parlons du seuil. Quel impact peut avoir l'application du seuil dans la participation de femmes dans le processus électoral ou l'amélioration de la participation de femmes dans le processus électoral? Amélioration, je dis tout de suite, faux et archi-faux, il n'y a rien.
Au contraire, c'est liberticide, ça gêne cette histoire de seuil. Parce que ce n'est pas vous qui décidez à la fin. Ce n'est pas tes voix, ce n'est pas toutes ces personnes qui ont été votées pour toi. Non, c'est la volonté supérieure du responsable du parti politique. Et ce n'est pas tous les responsables de partis politiques qui ont un dévouement vers la femme, vers la personne de la femme. C'est difficile. Je ne comprends d'ailleurs pas comment est-ce qu'on appréhende le fait qu'une femme occupe de postes politiques ou qu'il y ait une femme au Parlement. Je ne sais pas pourquoi il devrait y avoir autant d'hésitation de confier les responsabilités à une femme, alors que nous faisons pratiquement le même cursus scolaire, nous avons le même cerveau, nous avons les mêmes aptitudes, peut-être seulement parce que nous sommes arrivés quand même en retard dans le monde politique. Voilà, par rapport au niveau de la composition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, qu'est-ce que vous voudrez comme changement pour la participation de la femme? Je prends la question en général, c'est-à-dire j'aimerais qu'on puisse mettre quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui aime le Congo, quelqu'un qui ne va plus répéter les erreurs qu'il y a eu autrefois. Et cette personne, quand elle sera intègre, bien sûr, ça va faire profiter à toutes les catégories, y compris la femme. Les femmes qui vont réellement gagner aux élections, elles auront leur place. Elles ne vont plus attendre le bon vouloir du responsable du parti pour accéder à leur poste. Mais que pensez-vous de la proposition de G13 qui voudrait qu'il y ait équité dans la participation au sein du bureau, c'est-à-dire la majorité, l'opposition et la société civile. De l'autre côté, la société civile voudrait une exclusivité de membres de la société civile. Oui, je pense que c'est une idée qui a germé depuis Sun City. Depuis Sun City, c'était déjà les cas où on voulait que le bureau de la CENI soit exclusivement piloté par la société civile. Mais à l'époque, il y a eu une sorte de troc. C'est-à-dire les politiques ont dit non, non, on veut vous surveiller. Donc on a envoyé quelques politiques au bureau de la CENI et la société civile à l'époque, ils disent ok, donc dans ce cas, nous aussi nous voulons des sièges au Parlement. C'est d'ailleurs comme ça que les gens comme le sénateur Bahati Lukwebo qui était dans la société civile, c'est comme ça qu'il va se retrouver au Parlement. Mais qu'à cela ne tienne, il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Je vote avec mes deux mains pour que la CENI soit apolitique, que la CENI soit dirigée exclusivement par la société civile. Pourquoi je le dis? Parce qu'on ne peut pas tenter les diables. On ne peut pas nommer un pyromane chef des pompiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les politiques qui sont au bureau de la CENI, il est clair qu'ils vont tout d'abord travailler pour leur famille politique. Ils sont là pour voir comment est-ce que leur famille politique peut avoir ne serait-ce que quelques sièges, donc les intérêts de leur famille politique et non d'autres familles politiques. Et si on peut mettre des gens qui n'ont aucun intérêt politique, c'est vrai que ce n'est pas... Vous pensez que c'est possible d'avoir une CENI apolitique? Tout est même possible, quand il y a les membres de la société civile, forcément, ils pourraient avoir des accointances avec tel ou tel autre groupement, s'il faut les dire comme ça. Oui, madame, c'est ça le problème avec la victoire, c'est qu'on ne gagne pas avec une formule magique. C'est-à-dire on commence quelque part. Nous visons à atteindre une CENI transparente, une CENI indépendante. Et pour ça, il faut monter les escaliers, il faut franchir les étapes. Si la première étape ne peut être qu'avoir les membres de la société civile, je vote pour demain. Maintenant, en ce qui concerne la question d'accointance, tout le monde a des accointances. Ça, c'est plus une question d'éthique des personnes qui vont gérer, les personnes qui vont piloter. Alors là, cherchons des gens qui sont non seulement intègres, mais qui ont aussi de l'éthique. Ils sont faciles à trouver? Ils sont faciles à trouver. Je pense que les Congolais sont comme tous les êtres humains du monde, avec 23 paires de chromosomes pour tout le monde. S'il y a des gens quelque part dans certains pays qui sont honnêtes et intègres, je pense qu'il y a aussi des Congolais qui sont honnêtes et intègres. Mais seulement, la plupart des Congolais intègres se sont rétractés du monde politique parce que le monde politique est sale. Les personnes des valeurs fuient ce monde-là. Mais le fait qu'ils ont fui ce monde-là, ils ont laissé le chemin
au badaud. Ils ont laissé les chemins avec des personnes qui n'ont pas de valeur. Mais il est temps, il y a toujours un déclic. Le déclic peut arriver, que les vrais enfants, que les vrais Congolais intègres, sages, remplis d'éthique, prennent les choses en main. Nous pouvons atteindre un changement. Voilà, la société civile pense que les dispositions en rapport avec l'éligibilité de la femme sont peu contraignantes, d'où le nombre d'élus dans les institutions, les faibles nombres d'élus dans les institutions. Qu'en pensez-vous de cela? Quel est votre avis? Nous avons quand même, en ce qui concerne les femmes, il faut se le dire, nous avons quand même une société civile qui est très active, que ce soit dans les grandes villes, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Matadi, à Goma, à Bukavu, mais aussi dans l'arrière-pays. Parce qu'il m'arrive de participer à des forats où vous avez des femmes de l'Ituri, les femmes de Haut-Ouélé qui interviennent. Vous sentez que la cause, elle est commune. Mais seulement, au-delà de la cause qui est commune, au-delà de l'ambition que nous avons, il faut les moyens. Sans moyens, on ne peut pas arriver. Autrefois, la disposition sur un siège dans chaque circonscription donnée aux femmes, cette disposition a fait couler de salive et d'encre, beaucoup d'ailleurs, où on a traité cette disposition du favoritisme. Je me rappelle, à l'époque, j'étais à l'école et c'était un débat à la télévision, à la RTNC. Je me suis levée pour dire, c'est du favoritisme, le président ne peut pas faire ça. Pourquoi un siège pour... Mais on ne peut pas faire ça, mais on peut trouver un autre moyen d'aider les femmes, notamment par un fonds. Un fonds où on peut donner un petit rien, on peut accompagner les campagnes des femmes. Les affiches, ça coûte. Organiser des meetings, ça coûte aussi. Passer à la télévision, former des femmes, comment passer à la télévision, comment passer à la radio, ça coûte aussi. Et si on peut avoir des fonds comme ça... Mais les hommes en font normalement et sans problème, sans se plaindre. Oui, parce qu'ils sont arrivés avant madame. Et par diverses manières, ils ont réussi à avoir de l'argent de côté. Et avec cet argent-là, ils font de campagne à l'américaine, chose que nous n'avons pas. Vous aussi, vous pouvez gagner de l'argent par diverses manières et mettre de côté. Je refuse de gagner l'argent par diverses manières. Honnêtement. Vous voulez gagner de quelle manière? Honnêtement. Honnêtement, tout ce qu'on me donne, tout ce qu'on me paye, c'est avec ça que je m'organise. Je ne veux pas faire la politique contraire aux mœurs de la femme. Voilà. Voilà. Certains partis politiques, ou selon certains, les partis politiques ne respectent pas les dispositions constitutionnelles de l'égalité de chance entre hommes et femmes. Qu'il faut-il faire pour améliorer cette situation? Vivement des lois, madame. Vivement les amendements qu'on attend sur la loi, sur la violence faite aux femmes, etc. Il faut revoir, révisiter certaines dispositions sur la loi des partis politiques. Il faut encore corser certaines dispositions pour que ces dirigeants, ces animateurs de partis politiques se sentent non seulement obligés, mais interpellés. Les femmes ne viennent pas dans les partis politiques pour attendre qu'un membre du parti devienne ministre et que par la suite, elles deviennent hôtesses dans leur ministère. Non, on peut donner plus que ça. Mais pour ça, on a besoin d'un leadership, des vrais leaders qui ont compris comment est-ce que la femme peut propulser autrement la gestion de la République. Je ne vais pas faire de la redondance en citant les pays africains que je venais de citer tout à l'heure. Mais alors que la RDC a ratifié plusieurs instruments juridiques sur l'égalité des chances entre hommes et femmes, on prend les cas de résolution 1325 des Nations Unies. Jusque-là, pourquoi ça ne marche pas? Mais entre les faits, j'aime les juristes quand ils disent souvent que la loi suit les faits. Les faits sont là. Les faits, c'est que d'un côté, il y a les femmes elles-mêmes qui sont réticentes. Et de l'autre côté, il y a des leaders de partis politiques qui ne poussent pas assez les femmes. Et entre ces faits-là, et les lois et les instruments juridiques dûment ratifiés par notre pays, vous sentez qu'il y a un fossé total. Il y a un fossé total. C'est la raison pour laquelle nous nous battons chaque jour avec le peu de moyens que nous avons
aller à la rencontre de ces femmes-là, non seulement dans les partis politiques, mais aussi dans la société civile, mais aussi dans les écoles et les universités, pour essayer de leur faire comprendre les enjeux de la lutte et de ce combat féminin. La société civile propose que soit sanctionnée d'irrécevabilité toutes les listes électorales qui ne compteraient pas au moins 30% des candidatures féminines. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça a déjà été suggéré dans toutes les élections qui passaient. On suggérait la même chose. On disait... Est-ce que cela pourrait améliorer la participation de la femme au processus électoral? Oui, la participation en amont, si, mais ce n'est pas les résultats. Alors que, en ce qui concerne les élections, quand même, ce qui compte, c'est le résultat final. L'idée, ce n'est pas seulement d'aligner des femmes pour décorer ou bien pour remplir la liste. Non, l'idée, c'est avoir des femmes qui vont gagner aux élections et augmenter ces chiffres. Parce qu'il faut se le dire, actuellement, il y a 50 femmes au Parlement sur 500 députés, ce qui n'est pas bien du tout, parce que parfois, les questions des femmes abordées... Voilà, c'est ça. Les questions des femmes abordées par elles-mêmes à un autre niveau d'appréhension. Mais si là, pour les questions des femmes, ce sont les hommes qui vont voter, même si on est d'accord que l'homme est un acteur principal du développement de la société, mais aussi qui accompagne la femme dans ce qu'elle veut avoir. Mais nous estimons qu'avoir plusieurs femmes au Parlement, ça sera une très bonne chose dans la lutte de la législation, par exemple. Cette même société civile propose aussi que soit insérée une disposition d'inclusivité dans l'acceptation des listes et faire payer une amende à tout parti politique ou regroupement qui ne respecterait pas la représentativité de femmes. Qu'en dites-vous? Oui, j'ai dit, on a entendu ça. Les années passées, les élections passées, on a entendu ça revient à chaque fois qu'il y a les élections, mais malheureusement rien n'échange. Voilà. Malheureusement rien n'échange et notre souhait véritablement c'est avoir des vraies Amazones, des vraies femmes qui peuvent se battre par elles-mêmes, des femmes qui ne doivent pas seulement attendre les résolutions, les dispositions de la société civile, des vraies femmes qui peuvent se dire que je commence déjà ma campagne aujourd'hui, parce que la campagne c'est aujourd'hui qu'on commence. Si vous attendez que votre parti politique dessine tout pour vous et qu'il puisse vous servir sur une table, alors là, ça ne sera pas fameux, ça sera pas fameux. Il faut que la femme elle-même puisse se battre. Peut-être même qu'on pourra arriver à atteindre ces 30% sans discrimination positive, sans baguette, sans traquer les uns et les autres, si et seulement si on se met au travail. Alors, il y a eu des consultations présidentielles récemment, ça a duré à peu près 3 semaines. Et actuellement, la population attend les conclusions qui sera faites par le président de la République. Il a promis lors de son discours récent à la population, à la nation. Vous, selon vous, quel type de réforme voudrez-vous qu'il soit fait par rapport à ces conclusions qui seront dites par le chef de l'État en termes du processus électoral? Bon, je ne sais pas si le président pourra, à travers son adresse, aborder aussi la question des réformes. Mais qu'à ça ne tienne, je pense que la meilleure réforme, c'est d'abord la réforme de l'homme. C'est la réforme du Congolais, de l'humain que nous sommes. Le substrat humain, c'était d'ailleurs mon thème de campagne, la République des valeurs basées sur l'humain, le Congolais lui-même. On ne peut pas développer un pays sans son acteur principal. Le Congolais doit être au centre du développement et pour ça, il doit comprendre son rôle. Et il doit arrêter à reléguer son rôle au second plan. Il doit arrêter de se faire embrigader intellectuellement, être esclave des uns et des autres. Je pense que c'est la meilleure réforme qu'on peut entreprendre. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Avez-vous un dernier mot? Un dernier mot, c'est rendez-vous au sommet. Voilà. Voilà, objectif 2023 de ce jour est terminé. C'était pour nous un réel plaisir de vous recevoir, surtout que vous êtes la première femme à recevoir dans Objectif 2023. C'était vraiment un honneur. Nous espérons vous retrouver très prochainement peut-être. Avec plaisir.
Objectif 2023 est terminé. Merci à vous d'avoir suivi et bonne suite de programme sur actualité.cd. Au revoir.